À 20 et un H47 un mardi soir, les lumières se sont éteintes dans tout l'État de New York. Pas un simple vacillement, pas une baisse de tension, pas une réduction progressive gérée par les opérateurs du réseau pour aider le système à traverser une soirée difficile. Non, il s'agissait d'une défaillance en cascade qui a commencé dans un poste de commutation du comté de Niagara et qui a traversé le réseau du Nord-Est en seulement 11 minutes, plongeant 22 millions de personnes dans une obscurité totale. Apparemment, la nouvelle doctrine énergétique consistait à crier sur la chute d'eau et à attendre que les turbines se mettent aux gardes. Ah, vous, le métro de New York s'est arrêté. Tous les trains, toutes les lignes, 722 000 passagers coincés sous terre ou sur les quais avec rien d'autre qu'un éclairage d'urgence. Les hôpitaux de tout l'État sont passés sur générateurs. Les feux de circulation se sont éteints à 112 000 intersections. Les tours cellulaires ont commencé à perdre leur alimentation de secours par batterie en moins d'une heure. Les ascenseurs se sont arrêtés dans des immeubles partout à Manhattan, y compris dans des tours où des résidents âgés aux étages supérieurs n'avaient aucun moyen de descendre ni d'appeler à l'aide. Et voici la partie qui transforme une panne d'électricité en séisme politique. La panne n'est pas arrivée à cause d'une tempête, elle n'est pas arrivée à cause d'infrastructures vieillissantes, elle n'est pas arrivée à cause d'une cyberattaque ou d'une catastrophe naturelle. Elle est arrivée parce que, 48 heures plus tôt, le président des États-Unis avait publiquement menacé de saisir les infrastructures hydroélectriques canadiennes à Niagara Falls et que le Canada avait répondu en réduisant de 70% le débit d'eau vers le côté américain des chutes. Il n'y a que dans l'univers des conférences de presse de Trump que menacer le fournisseur peut passer pour un plan énergétique. La plus grande source unique d'électricité pour le nord de l'État de New York et un apport essentiel à la stabilisation de tout le réseau du Nord-Est ont été réduits à une fraction de leur capacité. Et le réseau, déjà soumis à une tension extrême après 7 semaines de suspension énergétique canadienne, a fait exactement ce que tous les ingénieurs avaient averti qu'il ferait. Il a cédé. Donald Trump a rompu son silence de 11 jours sur le Canada pour lancer une menace au sujet de Niagara. En 48 heures, cette menace a provoqué la plus grande panne d'électricité dans l'État de New York depuis 2003. La réponse de Mark Carney tenait en 3 phrases et s'est révélée plus dévastatrice que n'importe quel discours qu'il avait prononcé. Warren Buffett l'a décrite comme la catastrophe la plus prévisible de l'histoire de la politique énergétique américaine. Le principe violé par Trump était tellement fondamental que n'importe quel étudiant de première année en commerce aurait pu l'éviter. Quand toute la séquence devient claire, ce que Trump a dit au sujet de Niagara, pourquoi sa propre secrétaire à l'énergie a démissionné quelques heures après la menace, et ce que l'effondrement du réseau signifie pour chaque ville américaine qui dépend de l'électricité canadienne à l'approche de l'hiver, la conclusion devient inévitable. Ce n'est pas seulement le pire échec d'infrastructure de la crise. C'est le moment où la crise a cessé d'être une question de politique pour devenir une question de survie. Le slogan promettait la force, le câblage a présenté la facture. La raison pour laquelle Trump a rompu le silence est importante, parce que les 11 jours de calme n'étaient pas volontaires et que la décision de parler n'était pas stratégique. Elle lui a été imposée. Le silence avait tenu depuis que Carney avait publié des documents diplomatiques prouvant que le récit de Trump, selon lequel le Canada suppliait pour obtenir grâce, avait été fabriqué. Pendant un jour, la Maison-Blanche n'a rien dit sur le Canada. Aucun tweet, aucun porte-parole, aucune conférence de presse. L'équipe de communication avait imposé le silence parce que toute réponse possible aux documents ramenait au mémo du Conseil économique national, l'évaluation interne confirmant que l'administration connaissait la vérité avant de bâtir le mensonge. Pour une fois, la stratégie de communication comprenait mieux le réseau que la politique elle-même. Ne rien dire parce que chaque phrase risquait de mettre le feu aux poudres. Le silence était humiliant, mais l'autre option, attirer encore plus l'attention sur les documents, était pire. Ce qui a brisé le silence n'était pas un calcul politique, c'était un appel téléphonique. Le gouverneur de New York, un républicain qui avait passé sa carrière à défendre l'administration, a appelé directement la Maison-Blanche et a averti le chef de cabinet que le réseau électrique de New York approchait d'un point de rupture critique. La suspension énergétique canadienne avait éliminé 60% des importations de pétrole brut de l'État et pratiquement toute son hydroélectricité importée. L'État avait géré le manque à gagner grâce à des achats d'urgence auprès d'autres États, à une utilisation accélérée des réserves de gaz naturel et à des programmes volontaires d'économie d'énergie. Mais les réserves s'épuisaient. Les achats d'urgence devenaient plus coûteux à mesure que les États voisins faisaient face à leur propre pénurie. Et la seule source d'énergie qui avait été partiellement maintenue pendant la crise, le flux hydroélectrique canadien passant par le système de Niagara,
était la seule chose qui empêchait le réseau de basculer dans une défaillance en cascade. Le message du gouverneur était brutal. Si New York perdait l'hydroélectricité de Niagara, l'État perdrait le réseau. Pas le mois prochain, cette semaine. Le chef de cabinet aurait transmis le message à Trump en moins d'1 heure. Et la réponse de Trump, selon 3 personnes informées de la conversation, n'a pas été d'explorer des options diplomatiques, ni d'envisager une concession discrète. Elle a été « alors on prend Niagara. C'est à nous de toute façon ». Ce n'était pas de la stratégie, c'était un litige de propriété où la gravité, le droit des traités et l'hydrologie étaient tous cités comme témoins ignorés. La pièce est devenue silencieuse. La secrétaire à l'énergie, qui était présente, a immédiatement expliqué pourquoi la saisie d'une infrastructure nationale était physiquement impossible sans détruire la capacité du système. Le conseiller à la sécurité nationale a soulevé les implications du traité. Le conseiller juridique de la Maison-Blanche a mis en garde contre l'exposition juridique internationale. 3 voix, l'ingénierie, la sécurité, le droit, arrivaient toutes à la même conclusion. La menace ne pouvait pas être exécutée, et la rendre publique inviterait le Canada à réduire davantage le débit, accélérant ainsi l'effondrement du réseau. Trump aurait écouté, puis aurait déclaré « Je me fiche du traité. Le traité ne garde pas les lumières allumées à New York. Dites au Canada que nous le reprenons. » Lorsque la secrétaire à l'énergie a répété que le reprendre réduirait la production d'électricité au lieu de l'augmenter, Trump l'a écarté en 4 mots. Alors, trouver une solution. Dans cette doctrine, l'expertise n'est utile que jusqu'au moment où elle explique la partie que le slogan ne peut pas survivre. La décision de rendre la menace publique a été prise en quelques heures. L'équipe de communication qui avait passé 11 jours à faire respecter le silence devait maintenant rédiger une déclaration pour une politique à laquelle sa propre secrétaire à l'énergie s'opposait, que son propre conseiller juridique remettait en question, et que son propre conseiller à la sécurité nationale avait signalé comme pouvant constituer un acte d'agression contre un allié de l'OTAN. La déclaration est passée par 7 versions en 4 heures. La version finale était un chef-d'œuvre d'ambiguïté agressive, menaçant de prendre toutes les mesures nécessaires sans définir ce que ces mesures seraient. Quand la politique est impossible, c'est la formulation qui doit porter tout le poids. Mais même l'ambiguïté ne pouvait pas masquer le problème central. Le président des États-Unis menaçait publiquement de saisir une infrastructure qu'il ne comprenait pas, en violation d'un traité qu'il n'avait pas lu, dépendante d'une eau qu'il ne contrôlait pas. Pour comprendre pourquoi cette déclaration révèle une incompréhension fondamentale, il faut comprendre comment Niagara Falls produit réellement de l'électricité. La physique du système rend la menace de Trump non seulement agressive, mais physiquement impossible à exécuter sans détruire l'approvisionnement même qu'il tentait de sécuriser. Niagara Falls se trouve à la frontière. La rivière Niagara coule du lac Erie vers le lac Ontario. Les chutes sont séparées par Goat Island entre les American Falls du côté américain et les Horseshoe Falls du côté canadien. La centrale Robert Moses Niagara du côté américain produit plus de 2000 MW. Les centrales Sir Adam Beck du côté canadien produisent à peu près autant. Mais le fait essentiel est que l'eau qui alimente les turbines américaines ne vient pas exclusivement du côté américain. Le débit de la rivière Niagara est régi par le traité de Niagara de 1950 qui répartit l'eau entre les 2 pays. Le Canada contrôle le débit en amont. Les International Niagara Control Works, une série de vannes et de canaux situés au-dessus des chutes, régulent la quantité d'eau qui atteint chaque côté. Le côté canadien contrôle la majorité de la hauteur hydraulique. Menacer de prendre Niagara, c'est comme menacer de saisir le bas d'une chute pendant que quelqu'un d'autre en contrôle le sommet. L'eau vient du Canada. L'élévation vient de la géographie. Ni l'une ni l'autre ne peuvent être saisies par décret présidentiel. Les systèmes électriques des 2 pays à Niagara sont interconnectés. Le côté américain ne peut pas être séparé du côté canadien sans une restructuration physique qui prendrait des années et coûterait des milliards. Et cela réduirait la capacité de production du côté américain à une fraction de son niveau actuel. Aucun slogan de rassemblement n'a encore démontré qu'il pouvait inverser le cours d'une rivière. Trump a rendu la menace publique lors d'une conférence de presse dans la Roosevelt Room. Les remarques préparées faisaient 3 paragraphes. Les États-Unis ne toléreront plus l'instrumentalisation des infrastructures énergétiques partagées par le gouvernement canadien. Niagara Falls est américaine. L'électricité qu'elle produit est de l'électricité américaine et le gouvernement américain prendra toutes les mesures nécessaires.
y compris l'affirmation de l'autorité fédérale sur toutes les infrastructures énergétiques de la région de Niagara, afin de garantir que les familles américaines et les entreprises américaines aient accès à l'électricité dont elles ont besoin. Nous demandons au département de l'énergie et au corps des ingénieurs de l'armée américaine de préparer, dans les 30 jours, des options pour assurer l'indépendance énergétique américaine à Niagara. Chaque phrase contenait une erreur factuelle. Niagara Falls n'est pas américaine, elle est binationale. L'électricité n'est pas exclusivement américaine. Elle est produite par de l'eau qui coule depuis le Canada à travers une infrastructure partagée. Affirmer une autorité fédérale sur une propriété souveraine canadienne constituerait un acte d'agression territoriale. C'était un communiqué de presse rédigé comme si les cartes, les traités et les turbines n'étaient que des accessoires de décor facultatif. Dans les 90 minutes qui ont suivi la conférence de presse, la secrétaire à l'énergie, Sarah Mitchell, une physicienne de carrière ayant servi sous 3 administrations, a présenté sa démission. Sa lettre, publiée intégralement par The Washington Post, tenait sur une seule page. Le passage clé affirmait que les propos du président sur les infrastructures énergétiques de Niagara traduisaient une incompréhension fondamentale de la nature binationale du système, des obligations conventionnelles régissant son fonctionnement et des contraintes d'ingénierie physique qui rendent toute saisie fédérale unilatérale à la fois juridiquement intenable et opérationnellement destructrice. Elle ne pouvait pas, en toute conscience, demander au département de l'énergie de préparer des options pour une action qui, si elle était exécutée, réduirait la capacité énergétique américaine à Niagara au lieu de l'augmenter. Elle avait informé le président de cette évaluation, son avis n'avait pas été suivi. Une secrétaire de cabinet en fonction déclarait publiquement que la politique du président produirait l'inverse de l'objectif annoncé. Dans une administration normale, cela aurait été la crise de l'année. Mais ce qui est venu ensuite était pire. La réponse du Canada est arrivée 4 heures après la conférence de presse de Trump. Mark Carney ne s'est pas présenté à un podium. Il ne s'est pas adressé au Parlement. Il a publié une déclaration écrite, 3 phrases que le gouvernement canadien a transmises simultanément à chaque ambassade, à chaque ministère des Affaires étrangères et à chaque organisation internationale de presse. Le message était direct. Le président des États-Unis a menacé de saisir une infrastructure souveraine canadienne. Le Canada défendra sa souveraineté et son territoire par tous les moyens nécessaires. À compter de maintenant, le débit d'eau passant par les International Niagara Control Works sera réduit aux niveaux minimaux prévus par le traité jusqu'à ce que la menace soit retirée officiellement et publiquement. 3 phrases. Sans rhétorique, sans appel émotionnel, de la pure communication opérationnelle. Si vous menacez nos infrastructures, nous réduisons l'eau. Activez la menace. Regardez l'électricité s'éteindre. La brièveté était elle-même un message. Chaque réponse canadienne dans cette crise avait été plus courte que la précédente et chacune avait été plus dévastatrice. Le schéma communiquait que le Canada n'avait plus besoin d'argumenter ou de persuader. Il ne restait que la mécanique. Vous menacez, nous répondons. La physique s'occupe du reste. Le style Trump avait besoin d'une scène. Le Canada a répondu avec un panneau de contrôle. La réalité humaine de l'effondrement échappe au langage clinique. À New York, 722 000 personnes se trouvaient dans le métro lorsque le courant a coupé. Les trains se sont immobilisés dans les tunnels. L'éclairage d'urgence s'est activé, de faibles bandes lumineuses alimentées par batterie. Les systèmes de ventilation se sont arrêtés à la fin de l'automne, alors que les températures descendaient dans les 30 degrés Fahrenheit. Les tunnels sont devenus dangereusement froids en quelques heures. La Metropolitan Transportation Authority, la MTA, a activé ses protocoles de sauvetage d'urgence, évacuant les passagers à pied, guidés par des employés du transport en commun munis de lampes de poche. L'évacuation complète a pris plus de 6 heures. Les hôpitaux de tout l'État sont passés sur générateur, des systèmes de secours conçus pour 24 à 48 heures, pas pour des jours. En 12 heures, des administrateurs d'hôpitaux dans 4 comtés demandaient des livraisons d'urgence de carburant. Un administrateur d'hôpital à Buffalo a décrit une unité de soins intensifs fonctionnant grâce à un générateur diesel conçu pour un orage, pas pour l'effondrement du réseau électrique de l'État. Chaque heure passée sur l'alimentation de secours signifiait se rapprocher d'une décision qu'aucun médecin ne devrait avoir à prendre. C'est la partie qui manque dans le langage triomphal des podiums. Les générateurs ne fonctionnent pas aux applaudissements. Cette citation était en une de tous les journaux le matin venu. Les ascenseurs se sont arrêtés dans chaque immeuble dépourvu d'alimentation de secours. Rien qu'à Manhattan, environ 14 000 personnes sont restées coincées dans des ascenseurs, souvent pendant des heures. Le service d'incendie de la ville de New York a répondu à plus de 900 appels de sauvetage d'ascenseurs en une seule nuit, plus qu'il n'en traite habituellement en 3 mois. Dans les immeubles en hauteur,
Des résidents âgés se sont retrouvés bloqués aux étages supérieurs, incapables de descendre, incapables de cuisiner, incapables de recharger des appareils médicaux, incapables d'appeler à l'aide. Lorsque les tours cellulaires ont commencé à perdre leur batterie, le système 311 de la ville a reçu plus de 2 millions d'appels dans les 4 premières heures, saturant le système et produisant des tonalités occupées même pour des urgences médicales. L'image qui a défini cette nuit-là a été prise par un photographe de Reuters depuis le côté canadien de la frontière. Au premier plan, Niagara Falls, illuminé par les lumières de Niagara Falls en Ontario, toujours en mouvement, toujours magnifique, continuant de produire de l'électricité pour le réseau canadien. À l'arrière-plan, de l'autre côté de la gorge, le côté américain, Niagara Falls dans l'État de New York, complètement noir, pas un lampadaire, pas une fenêtre, rien. Deux villes partageant la même chute d'eau, la même rivière, la même géographie, l'une éclairée, l'autre plongée dans le noir. La photographie a été publiée sans légende. Elle n'en avait pas besoin. Malgré tous les discours sur la domination, l'écran partagé final était d'une simplicité brutale. Un côté avait l'interrupteur, l'autre avait le discours. La réponse de Warren Buffett visait l'erreur structurelle au cœur de la menace de Trump. En 70 ans d'affaires, la chose la plus dangereuse qu'une entreprise puisse faire est de menacer sa propre chaîne d'approvisionnement. Une entreprise peut menacer un concurrent. Elle peut menacer un organisme de réglementation. Elle peut même menacer un client, même si ce n'est pas conseillé. Mais menacer un fournisseur, l'entité qui fournit quelque chose d'essentiel, quelque chose d'irremplaçable, quelque chose dont dépend la survie, est un acte d'autodestruction tellement fondamental qu'il est presque impossible de trouver une comparaison. Les États-Unis dépendent de l'énergie canadienne, pas métaphoriquement, pas par simple commodité. Physiquement, les électrons qui alimentent New York, qui éclairent les hôpitaux, qui font fonctionner le métro, qui gardent les foyers de 22 millions de personnes fonctionnelles, une part importante de ces électrons provient du Canada. Quand un pays dépend de quelqu'un pour quelque chose d'aussi fondamental, il ne le menace pas, il ne formule pas d'exigence. Il ne menace certainement pas de saisir ses infrastructures parce que l'autre possède la seule chose qu'il ne peut pas contrer, l'interrupteur. Et il vient de l'utiliser. La mise en scène pro-Trump de la fermeté s'est heurtée directement à la règle la plus ancienne de la dépendance. Le fournisseur a son mot à dire. Tous les manuels de négociation pointent vers le même principe. Le rapport de force exige des alternatives. Si vous voulez négocier durement avec un fournisseur, il vous faut un autre fournisseur. Si vous voulez faire pression sur quelqu'un qui vous fournit de l'énergie, il vous faut une autre source d'énergie. Les États-Unis ont passé des décennies à bâtir une relation énergétique avec le Canada sur l'hypothèse que cette relation était permanente, que l'électricité circulerait toujours, que le pétrole serait toujours expédié, que le gaz arriverait toujours. Ils n'ont jamais bâti d'alternative parce qu'ils n'ont jamais imaginé qu'ils en auraient besoin. Et maintenant, ils découvrent ce que toute entreprise finit par apprendre. La dépendance sans diversification n'est pas une relation, c'est une vulnérabilité. Et les vulnérabilités ne se soucient pas des conférences de presse, elles ne se soucient pas des décrets présidentiels, elles ne se soucient pas des menaces, elles ne se soucient que de la physique. Et cette semaine, la physique a éteint les lumières à New York. La leçon finale a condensé toute la crise en une seule phrase. On ne peut pas intimider l'électricité pour la faire exister. Les répercussions ne sont plus seulement en cascade. Elle se renforce. Les conséquences de chaque semaine créent les conditions des conséquences de la semaine suivante. La spirale accélère parce que la cause sous-jacente, la suspension énergétique reste non résolue et que l'exigence sous-jacente, l'insistance du Canada pour que les États-Unis retirent leur demande de démission de Carney, reste insatisfaite. L'effondrement du réseau a brisé ce qui restait de l'unité républicaine. La délégation congressionnelle de New York, 8 élus républicains, a publié une déclaration commune réclamant le retrait immédiat et inconditionnel de la demande de démission de Carney. Leur déclaration rendait la situation impossible à ignorer. Leurs électeurs étaient dans le noir, leurs hôpitaux fonctionnaient sur générateur, leurs enfants avaient froid, et la cause était une exigence qu'aucune démocratie souveraine n'accepterait jamais. La demande qu'un autre pays change de dirigeant parce que le président américain trouvait ce dirigeant dérangeant. Même la loyauté partisane commence à vaciller quand les lumières vacillent. Le Pentagone a discrètement informé la Maison-Blanche que le corps des ingénieurs de l'armée américaine ne participerait à aucune planification liée à la saisie d'infrastructures binationales à Niagara. De hauts responsables de la défense ont déclaré que toute action militaire ou fédérale visant à affirmer un contrôle sur des infrastructures régies par le traité de Niagara de 1950 constituerait une violation des obligations
international découlant du traité, potentiellement un acte d'agression contre un allié de l'OTAN. L'armée ne se contentait pas de déconseiller la menace, elle refusait de l'exécuter. Un slogan ne peut avancer qu'un certain temps avant de se heurter à la chaîne de commandement et au droit international. La réaction internationale s'est concentrée sur le président. Le message central venu d'Europe était que si les États-Unis ne respectent pas des infrastructures partagées régies par traité avec le Canada, leur allié le plus proche, leur plus grand partenaire commercial, leur voisin le plus intégré, alors aucune infrastructure régie par traité n'est à l'abri d'une action unilatérale américaine, où que ce soit dans le monde. Ce n'est pas un problème canadien, c'est un problème mondial. Voilà donc où nous en sommes. Donald Trump a rompu 11 jours de silence pour menacer de saisir les infrastructures hydroélectriques canadiennes à Niagara Falls, des infrastructures qu'il ne contrôle pas, régies par un traité qu'il n'a pas lu, dépendant d'une eau qui provient du Canada. Sa propre secrétaire à l'énergie a démissionné en quelques heures, déclarant publiquement que la menace réduirait l'électricité américaine au lieu de la sécuriser. Le Canada a réduit le débit d'eau au niveau minimum prévu par le traité. 48 heures plus tard, le réseau de l'État de New York s'est effondré, plongeant 22 millions de personnes dans l'obscurité. Le gouverneur s'est adressé à l'État avec cette réalité brutale. Les lois de la physique ne se soucient pas des conférences de presse. La physique, contrairement à une foule de campagne, n'applaudit pas sur commande. L'armée a informé la Maison-Blanche qu'elle n'exécuterait pas la saisie. 8 membres républicains du Congrès ont réclamé le retrait inconditionnel de la demande de démission de Carney. Et l'avertissement de Warren Buffett a rendu la leçon centrale claire. La dépendance sans diversification est une vulnérabilité, et les vulnérabilités se règlent par la physique, pas par la politique. Le réseau peut-il être stabilisé avant que l'hiver ne s'installe pleinement, avec Niagara à 30% de sa capacité, sans importation canadienne et sans canal diplomatique ouvert pour négocier leur rétablissement? Le refus de l'armée de planifier la saisie peut-il résister à la pression politique d'une Maison-Blanche qui a ignoré toutes les institutions qui se sont dressées sur son chemin? L'Alliance peut-elle survivre lorsque les États-Unis menacent de saisir une infrastructure partagée régie par traité avec le pays qui était, jusqu'à il y a 8 semaines, leur partenaire le plus proche sur Terre? Et la question à laquelle 22 millions de New-Yorkais ont répondu personnellement dans le noir, demeure la question centrale de la crise. Que se passe-t-il lorsqu'un président qui n'a jamais compris la différence entre la force et le contrôle découvre qu'il dépend d'un pays qu'il a tenté d'intimider pour le soumettre, et que ce pays, calmement, précisément, sans un seul discours, en 3 phrases, peut éteindre ses lumières? Que se passe-t-il lorsque la nation la plus puissante du monde découvre que le pouvoir et l'électricité ne sont pas la même chose? Que l'un est un concept politique et que l'autre est une nécessité physique, et que cette nécessité physique ne se soucie pas de savoir à quel point vous vous croyez puissant. L'image de marque disait contrôle, la panne a enseigné la dépendance. Trump a tenté d'intimider le Canada pour qu'il rétablisse l'électricité. Au lieu de cela, il a prouvé que le Canada contrôlait l'interrupteur. Il a tenté de démontrer la force américaine à Niagara. Au lieu de cela, il a démontré la dépendance américaine. Il a tenté de rompre son silence par une démonstration de force. Au lieu de cela, il a brisé le réseau de New York. Et quelque part dans l'obscurité, pendant que 22 millions de personnes attendaient que les lumières se rallument, la photographie a fait le tour du monde, le côté canadien de Niagara Falls illuminé, le côté américain dans le noir, même chute d'eau, même rivière, même nuit, un côté éclairé par l'énergie qu'il contrôle, l'autre côté dans l'obscurité parce qu'il avait oublié que l'énergie n'est pas quelque chose qu'on exige. C'est quelque chose qu'on gagne, qu'on partage, qu'on respecte. Et quand on ne la respecte pas, quand on menace la main qui nourrit le réseau, l'interrupteur ne vous appartient pas. Il ne vous a jamais appartenu. Voilà la dernière blague que les turbines ont racontée sans dire un mot.